Bonjour et bienvenue sur Mosaïque, la chaîne en quête du sens de l'actualité. C'est une émission un peu différente aujourd'hui puisque nous recevons deux artistes, deux cinéastes israéliens pour évoquer les évolutions récentes de l'actualité. Il faudrait peut-être pas dire les révolutions en cours et aussi pour faire retour sur l'événement 7 octobre qui en fut finalement le point de départ de tous ces bouleversements. On est en compagnie de Jessica Vaturi-Dembo, qui vient de réaliser un film sur le 7 octobre intitulé Heartbreak, un terme que le Larousse traduit par chagrin, déchirement, douleur intense, et qui va être diffusé très prochainement en avant-première à la Cinémathèque de Tel Aviv. Ce sera ce dimanche. Bonjour Jessica Vaturi-Dembo. D'accord. Et nous sommes aussi en compagnie de Jean-Pierre Liédot, qui est auteur d'un film sur Israël. On s'en souvient peut-être, Israël, le voyage interdit, sorti en 2020, en 4 épisodes. Jean-Pierre Liédot, que nous avons reçu il y a un peu plus d'un an maintenant pour son livre paru chez Ballant, 7 octobre, Eux ou nous. C'était une sorte de journal tenu depuis le 7 octobre, en même temps qu'une plongée dans la psyché israélienne qui avait été ébranlée évidemment par l'électrochoc des massacres et aussi des illusions perdues. Bonjour Jean-Pierre Liédot. Bonjour à vous deux. 830 jours nous séparent du 7 octobre 2023. C'est un jour qui va compter très certainement parmi ceux qui ébranlèrent le monde, si l'on en juge en tout cas par l'enchaînement des causes, des effets que l'événement a produits jusqu'à aujourd'hui. Alors avant de revenir plus spécifiquement sur ce choc d'origine avec le film donc de Jessica Vaturi-Dembo, je vous demanderai votre sentiment sur cette situation d'aujourd'hui, la manière dont elle se déploie, une situation marquée donc par la révolte iranienne qui pourrait déboucher, comme on le sait, sur la chute du régime des Mollahs, qui peut légitimement donc s'inscrire dans ce sillage de cet ébranlement du 7 octobre. 2 ans, 4 mois après, on constate que cette nouvelle période qui s'est ouverte transforme le monde. Jessica Vaturi-Dembo, comment vous qualifieriez ce processus qui semble s'être enclenché? Et j'imagine que vous le reliez au traumatisme fondamental que vous décrivez, qui s'est produit le 7 octobre 23. Mais d'abord, je suis surtout surprise. D'abord, je ne suis pas une spécialiste de l'Iran, hein, mais comme tout le monde, euh, on, on est complètement surpris de voir la frilosité avec laquelle réagit le monde, alors que ce que prônent les protestataires, ceux qui sont dans la rue, ceux qui se font massacrer en ce moment, c'est les valeurs occidentales, c'est la liberté, c'est le droit de vivre comme ils l'entendent. Et donc, on est absolument surpris de voir cette frilosité occidentale, alors que les films iraniens sont primés, ont les Palmes d'Or en 2025, etc. Même s'ils sont faits dans la clandestinité, ils sont reconnus partout. Et là, quand il s'agit de défendre, de défendre les populations qui prennent le risque au prix de leur vie de renverser ce régime, on sent cette crainte, cette peur, comme si le fait de prendre parti serait comme s'associer soit l'Amérique de Trump ou à l'Israël de Bibi Netanyahu. On a cette question, pourquoi cette distance et pourquoi cette prudence? Voilà, ça c'est la première grosse question qui m'interpelle. Oui, peut-être que Jean-Pierre Liédot, là-dessus, vous avez une réponse sur cette frilosité. Bon, on comprend pourquoi. Peut-être un certain nombre de gens à gauche, notamment, rechignent ou hésitent ou ont des réserves à soutenir cette révolte iranienne parce qu'elle est soutenue elle-même par les États-Unis et par Israël. Oui, bien, bien sûr, il y a de ça. Mais disons, il y a une histoire. Il y a une histoire depuis très longtemps entre le monde dit libre et l'Iran, qui en 1979 a connu cette révolution des ayatollahs. Et depuis cette époque, on peut dire que l'Europe et les États-Unis aussi d'ailleurs ont pactisé avec ce régime totalitaire, terroriste, euh, un régime, un narco-État. Euh, qu'on se souvienne tout simplement de ce qui s'est passé avec Salman Rushdie. Je crois que c'était en 1989, 10 ans après cette contre-révolution des ayatollahs, et quasiment donc Khomeini se permettant de condamner à mort Salman Rushdie,
et c'est son roman Les versets sataniques. Et puis, le monde accepte. Normalement, on aurait dû forcer le Khomeini à retirer cette condamnation à mort des imprimeurs, non, des éditeurs dans différentes langues. Des versets sataniques avaient été menacés. Je crois même qu'il y en a quelques-uns qui ont été tués. C'était suffisant pour mettre au banc de l'humanité acceptable, une humanité acceptable, l'Iran. Ça n'a pas été le cas. Donc, après, vous savez, moi, je voudrais vraiment rendre hommage au peuple iranien. Je ne crois pas que dans le monde, il y ait eu autant de grandes manifestations, de grandes insurrections que dans ce pays. Depuis 1979, il y a eu au moins 10 grandes. La dernière, on s'en rappelle encore, j'espère, c'est concernant les femmes, vie, liberté, suite à l'assassinat, on peut dire, d'une jeune femme qui n'avait pas mis le voile comme il fallait. Oui, Voilà. c'est Donc, effectivement pour moi, on est dans la continuité de je ne sais pas si on va y revenir après, mais c'est dans la continuité historique du rapport à ce régime totalitaire. Oui, effectivement, c'est un pays effectivement, qui mériterait largement, qui coche en tout cas toutes les cases pour un soutien sans réserve. Jessica Vaturi-Dembo, vous souhaitiez ajouter quelque chose en introduction sur ces conséquences du 7 octobre, le bouleversement du monde? J'ai l'impression que les filtres, dans ce cas de figure-là, comme par rapport à Israël, les filtres de l'idéologie faussent complètement la vision. C'est-à-dire qu'on a l'impression, on a le sentiment que plutôt que d'être en face des faits et de défendre ce qui est à défendre, les gens projettent une vision qui est faussée, qui est faussée. Et on a évidemment, nous, en tant qu'Israéliens, vécu ça depuis le 7 octobre, dès le 8 octobre. Oui, alors justement, là-dessus, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que le 7 octobre a joué le rôle de dévoilement, en tout cas, que ce que Jean-Pierre Liédeau appelle aussi le déniaisement, c'est-à-dire qu'il s'est produit en Israël quelque chose, malgré tout, face à cet événement qui a ouvert les yeux de la plupart des Israéliens, tandis que dans le reste du monde, bah, ça n'a pas été le cas. Ce qui explique peut-être le décalage qui se creuse entre les visions, les perceptions d'un côté en Israël et à l'extérieur d'Israël. Jean-Pierre Liédeau, vous êtes d'accord là-dessus en quelques mots avant qu'on parle du film de Jessica? Oui, bien sûr, je crois que euh, Israël, en fait, est confronté depuis sa renaissance, elle est confrontée à un problème existentiel. Donc, quand vous avez un problème existentiel, vous pouvez pas raisonner comme un pays qui a des problèmes, mais qui ne sont pas existentiels. Donc, c'est pour ça que Israël, en fait, incarne, incarne disons, ce désir, cette volonté humaine, disons, de dire les choses telles qu'elles sont pour surmonter les obstacles. Et donc, Israël a cette capacité, et ce n'est pas la capacité quand on voit par exemple le ministre des Affaires étrangères français qui dit, après l'attaque en juin dernier de l'Iran par Israël et par les États-Unis, il dit, il faut négocier. On ne négocie pas l'existence. L'existence, elle est, on l'accepte, ou bien on essaye de la supprimer, mais on ne peut pas négocier ce problème. Donc, d'où cette lucidité, je crois, qui vient pas uniquement, qui ne vient pas du 7 octobre en tant que tel, qui vient de tout simplement de l'être juif, je crois. Voilà, bon, on va revenir justement malgré tout au 7 octobre. Peut-être que cette vocation d'Israël a tenté de dire les choses sans vérité, quoique il y ait eu cette conception dont on a parlé aussi en Israël, c'est-à-dire qu'Israël n'était pas forcément à l'abri d'une forme d'aveuglement sur la réalité et que le 7 octobre a quand même joué ce rôle d'éclaircissement, peut-être Jean-Pierre Liédeau. Oui, euh, bien sûr aussi, si vous voulez, en partant même d'une expérience, si vous voulez, personnelle, j'ai fait mon allié en 2011.
Je viens d'Algérie. Quand j'ai fait mon alliance, je pensais naïvement qu'un pays qui a été traqué depuis, même avant sa renaissance officielle en 1948, qui a été attaqué de différentes manières, etc., différentes guerres, je pensais que euh, le peuple israélien, si vous voulez, dans son ensemble, d'une seule voix, si vous voulez, savait qui était son bourreau. Or, je me suis aperçu avec les années qu'il y a une partie de la population dite de gauche. On pourra revenir, pour moi, la gauche aujourd'hui c'est la droite et la droite c'est la gauche. Mais bon, cette partie-là continue à à vouloir nier la chose. Et je crois que tout le problème, c'est ce problème du déni. Voilà. Et donc, le fait que le 7 octobre, le Hamas a commencé par assassiner des gens qui, le long de la bordure de Gaza, dans des kibbutz, étaient tous, disons, à gauche, des gens qui avaient passé des dizaines d'années à essayer disons, d'aider les Gazaouis. Ces gens-là ont été pris pour cible, ont été massacrés. Alors, je vais vous lire juste une petite citation. C'est quelqu'un qui était au kibbutz Be'eri, il s'appelle Avida Bachar, et il dit ceci: je vais dire quelque chose de très dur. Heureusement que le 7 octobre a eu lieu à Be'eri. Je pense que si cela avait eu lieu dans le Gush Etzion, j'aurais tout simplement dit, ils n'ont qu'à ne pas habiter là-bas. Or, j'aurais dit peut-être, ils le méritent. J'aurais tenu des propos très durs. Heureusement que c'est arrivé chez moi, dans ma maison. Heureusement que j'ai pris cette leçon. J'ai payé très cher, mais heureusement j'ai appris la leçon. Cet homme a perdu sa femme, a perdu son fils, un de ses enfants, et il a perdu sa jambe. Merci beaucoup. On voit bien effectivement ce choc. Qu'on va justement y revenir maintenant parce que pour beaucoup de Juifs en Israël et en diaspora, la question s'est très rapidement posée de savoir que faire, comment réagir, comment puis-je aider personnellement la collectivité à sortir de sa sidération et de la douleur aussi. Alors pour vous, Jessica Vaturi-Dembo, l'une des réponses que vous avez trouvées, c'était de donner, en tout cas, c'était de faire un film sur l'événement. Peut-être qu'on peut revenir sur comment vous avez pris la décision de faire ce film et quel fut l'élément déclencheur? Alors, la décision n'a pas été prise tout de suite. D'abord, il a fallu maîtriser la peur. Parce que dès le 8 octobre, quand on a découvert les horreurs qui se sont produites, 7 octobre au soir, le 8 octobre, et les réactions internationales, c'est-à-dire les flambées d'antisémitisme qui ont démarré dès le lendemain, c'est une vraie terreur qu'il fallait maîtriser. Moi, je vis dans un quartier mixte, juif et arabe israélien. Et les 3 premières semaines suivant le 7 octobre, c'était comme en période de Covid. Les rues étaient totalement désertées. Chacun était cloîtré chez soi. Et mon quartier s'est un peu vidé. Et moi-même, j'ai quitté ma maison et j'ai été m'installer en centre-ville pendant 2 mois, nous ne savions pas comment la société israélienne arabe réagirait à cet événement. Et au bout de mois, je suis rentrée. Et un samedi soir, un hurlement où je croyais qu'on égorgeait à nouveau quelqu'un et j'ai couru à la rue. Et une adolescente qui était la fille de ma voisine m'a couru dans les bras en pleurs en me disant mon frère. Et j'ai alors compris que ce cri, c'était le cri d'une mère dont la vie se brise à cet instant-là quand l'armée vient lui annoncer que son fils a été tué dans l'explosion d'une bombe à Gaza. Et, euh, et immédiatement, je lui ai envoyé un petit mot. Il ne s'agissait pas de rentrer dans l'appartement. Tous les voisins étaient autour. Je lui envoie un petit mot en disant, bah, je suis là, ton cri m'a déchiré le cœur. Si je peux faire quoi que ce soit, je suis là. Et elle me répond une demi-heure après l'annonce, demain matin, au cimetière à Herzl, à 9h30. Et le matin, en me préparant pour y aller, comme tout mon quartier, car le quartier entier a été au cimetière, euh, je l'ai vu sur son balcon tenir le drapeau d'une main et parler au ciel de l'autre, et en pleurs, en disant, je veux pas aller à l'enterrement de mon fils, rends-moi mon fils, je veux pas aller à l'enterrement de mon fils. Donc c'était totalement bouleversant.
à Herzl et des milliers de gens. C'était 2 mois après le 7 octobre, donc c'était les premières pertes et la population était là, solidaire, c'est-à-dire que tout Israël était derrière ces familles dont les enfants donnaient leur vie pour nous. Et cette question insupportable avec laquelle on a vécu pendant 2 ans, c'est comment vivre avec le sacrifice de nos enfants. C'est extrêmement difficile. Chaque enfant, parce que ces soldats, ce sont nos enfants, ils ont entre 19 et 25 ans. Je veux dire, les réservistes au maximum ont la trentaine. C'est vraiment les jeunes de notre génération qui partent sans aucune question. C'est-à-dire pour eux, ils sont en train de nous défendre et nous, on les compte, on compte leurs morts. C'est insupportable. Et chacun, on a à peu près 7000 cercles familiaux qui ont été en deuil. Donc, on a presque 10% de la population qui est directement touchée. Mais à part ça, il y a des milliers de blessés en plus et des blessés graves, c'est-à-dire des amputations, etc. Enfin, je veux dire, toute la société israélienne porte au fer rouge le prix, le poids de cette guerre, sans compter le traumatisme de découvrir euh, non seulement l'horreur, mais la cruauté, la capacité à démanteler, à déchiqueter, à humilier les corps, que ce soit les otages ou que ce soit les victimes du 7 octobre. Enfin, c'est extrêmement bouleversant et toute la société israélienne travaille contre ça, pour ne pas, euh, pour ne pas être envahi et pour pouvoir réagir à ces forces de mort qu'on a voulu nous inoculer. C'est vraiment le travail, c'est notre travail quotidien. Et immédiatement, moi, j'ai décidé de faire un film parce que ce sont mes outils, le travail artistique et ma façon de réagir au monde. Mais, mais les gens ont apporté de la nourriture, ont soutenu les soldats, ont apporté des vêtements, ont reçu les familles délocalisées, puisque dans le nord comme dans le sud, il y a eu des milliers de gens qui ont dû quitter leur maison. Donc il y a eu immédiatement, la société israélienne a réagi activement, justement pour ne pas être envahie, et pour ne pas être défaite Alors, vous décrivez bien effectivement la manière dont tout ça n'est pas quelque chose de ponctuel, hein, que ça a touché tout le monde et que ça a amené cette solidarité dont on a beaucoup parlé, et cette décision que vous prenez, qui est symptomatique, parce que chacun l'a fait à sa mesure, en tant que cinéaste, en tant qu'artiste, de faire ce film avec, je voudrais qu'on entre un tout petit peu, même si ce n'est pas le sujet directement de cet entretien, mais quand même sur le parti pris que vous avez eu dans ce film avec, vous êtes inspiré par Buster Keaton ou le mime Marceau, vous avez conçu un personnage de mime danseur, donc c'est un personnage qui ne dit rien du silence, en tout cas un personnage apolitique qui va comme ça rencontrer des témoins qui vont donner des témoignages authentiques, hein, du 7 octobre. Pourquoi ce parti pris et comment ça s'est passé sur le tournage de manière rapide, s'il vous plaît, enfin synthétique? Oui. Écoutez, d'abord, le silence est d'abord imposé à moi. Pour moi, quelque part, notre parole nous avait été déniée. Je le sentais, les réactions, justement le filtre dont on parlait avant de l'idéologie fait que notre réalité n'existait pas en dehors de notre expérience. Et je voulais revenir à notre expérience la plus intime, la plus émotionnelle, et donner à entendre ça parce que ça, pour moi, c'était incontestable. C'est-à-dire on peut projeter sur nous tout le discours que l'on veut, la réalité de chaque individu, ce qu'il traverse, ce en quoi il est abîmé et en quoi il répond à la douleur, c'est vraiment quelque chose qui, à moins de les traiter de menteurs, je veux dire, c'est incontestable. Donc, je voulais revenir à cette humanité profonde. Et donc, ce personnage de mime silencieux qui exprime et qui reçoit l'émotion et qui l'exprime par la gestuelle, ça me semblait une façon universelle de parler de la douleur et de parler de ce qu'on a traversé. Et ce personnage va de lieu en lieu. Il voyage et géographiquement et temporellement, puisque c'est pas un film sur le 7 octobre, c'est un film sur la première année de guerre. Et donc, il traverse cette première année et traverse l'espace d'Israël dans cette première année et fait des vraies rencontres, les rencontres des témoins ou les rencontres des manifestants. Enfin, je veux dire, toutes sortes de rencontres qui livrent leurs témoignages, mais ça répondait à la nécessité de chacun de formuler quelque chose et de retrouver
d'être l'auteur du discours sur nous, sur ce qu'on a vécu, et pas laisser l'international nous imposer un discours qui n'est pas le nôtre. Alors, on peut préciser que vous avez refusé d'utiliser des images des terroristes, hein, puisque ce sont des images que vous qualifiez de sado-pornographiques. En fait, vous êtes contre la diffusion de ces images. C'est une parenthèse, mais de manière générale, en tant que... J'ai une grande question. Moi, je veux pas le diffuser parce que moi, je veux pas contaminer mon public et je pense que c'est leur faire un cadeau et de diffuser ces images-là qui sont pour moi du poison. Mais en même temps, j'ai une vraie question parce que et le monde s'est servi tellement des images de destruction de Gaza, etc. Donc, comment répondre face à ça? C'est une vraie question. Mais mon parti pris pour le film a été vraiment de rester sur l'émotionnel et sur l'intériorité Voilà, d'Israël. intériorité. Et on a bien compris aussi démarche aussi universelle, puisque cette personne qui porte le masque, c'est précisément l'homme en tant qu'il est humain. Et c'est pour ça que votre film s'adresse aussi à tout le monde, à l'humanité évidemment, pas seulement aux Israéliens. On va en reparler de ce point. Je voudrais que Jean-Pierre Liédot nous dise d'abord peut-être son sentiment sur le film. Je crois qu'il a beaucoup apprécié. Et Oui, en quoi il est j'ai vu le important. film déjà plusieurs fois. C'est un film, je dis, très important. Et c'est pas un film sur le 7 octobre, c'est plutôt un film sur comment la société israélienne va réagir, comme le disait maintenant Jessica. Donc c'est ça le sujet du film. Et on est, disons, presque suffoqué de voir comment ces gens qui ont été face à cette épreuve, euh, dans leur chair, dans ce qu'ils ont vu, dans ce qui restera jamais dans leur mémoire, etc. Comment tous ces gens-là n'ont pas un mot de colère, n'ont pas un mot de haine. C'est un film qui donne vraiment une image très vraie de ce qu'est la société israélienne. Euh, alors après, se poser le problème de comment traiter ça. Je pense que Jessica a trouvé la bonne manière. Tous les dispositifs qui sont mis en place dans ce film correspondent, si vous voulez, à ce désir de donner une image vraie de la société israélienne. Voilà. Donc on renvoie au film là, puisque c'est difficile d'en parler sans l'avoir vu, mais simplement c'était votre avis qui comptait. Je voudrais qu'on revienne sur l'idée de cette universalité, peut-être Jessica Vaturi-Dembo. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est destiné donc à tous les publics, on l'a compris, y compris non-juifs, donc aussi français. Qu'est-ce que vous voulez dire finalement au public occidental, par exemple? C'est quoi ce que vous souhaitez faire passer à travers cette construction de film? Écoutez, ce que je voudrais, c'est pas en termes de théorie, c'est vraiment écoutez-nous de point de vue de notre intériorité. C'est ce que vous nous êtes dénié, c'est-à-dire c'est notre humanité qui nous est déniée. C'est le premier geste de l'antisémite, hein, c'est de détruire l'humanité de l'autre, c'est le premier geste du raciste, de détruire, de remettre en question l'humanité de l'autre. Et donc, je veux vraiment revenir à ce point où n'importe qui et nous, Israéliens, on est les mêmes. Je veux dire, sur ce plan-là de l'humain et de l'émotionnel, il n'y a pas de différence. Et donc, le film choisit c'est pour ça qu'il est apolitique. On va de gauche à la droite, des religieux, non religieux. Tout le monde passe dans le film. Il n'y a pas de distinction ni de choix. Tout le monde est là puisque la société israélienne a été touchée dans son ensemble. Et pour accentuer et pour aider cette universalité du discours du film, je tenais absolument à travailler avec un monteur non israélien et non juif. Mm. Et donc, comme le film est une coproduction franco-israélienne, j'ai demandé à mon producteur français de trouver un monteur français qui accepterait de travailler sur le film, puisque nous, on avait déjà fait un gros ours, mais il fallait travailler plus en avant avec un monteur français. Et je voulais cette distance. Et il a demandé à 3 monteurs avec lesquels il avait l'habitude de travailler, qui sont des bons monteurs français, qui ont tous dit, ah, on ne parle pas du génocide à Gaza, hors de question de travailler sur ce projet. Et j'étais absolument paniquée. Et j'ai donc demandé à un ami réalisateur, mais
que faire? Enfin, je veux dire, est-ce que tu as le nom de quelqu'un à me recommander? Et il me dit, écoute, ton film est à la fois de la fiction et du documentaire. Il y a un personnage de mime, danseur, masqué. Enfin, tout ça est extrêmement compliqué. Pour oser une chose comme ça, pour oser travailler sur un projet pareil, moi, je vois que Yann Dedé. Yann Dedé, c'était le monteur de Piala, de Truffaut, de Maïwenn. Enfin, il fait partie de l'histoire du cinéma. Je ne vois que lui qui oserait rentrer sur un sujet pareil. Maintenant, me dit-il, je ne sais pas quelle est sa position par rapport à Israël, donc vois. Je lis ses livres, je demande à la production de trouver son téléphone, j'hésite, ça me prend 3 jours pour oser l'appeler. Finalement, je le fais. Tout de suite, il me dit, écoutez, le sujet m'intéresse, envoyez-moi ce que vous avez fait. Et 2 heures après, il me répondait, quand est-ce qu'on commence à travailler? Et, et il avait avec moi le même objectif. Il faut que formellement, il n'y ait rien à dire. Il faut que le film existe, soit imparable formellement. Après, que les gens ne veuillent rien entendre de l'intériorité d'Israël, c'est leur choix. Mais il faut que formellement, il n'y ait rien à dire sur le film. Voilà. Écoutez l'intériorité d'Israël, c'est ça que vous demandez. Et il se trouve que de l'autre côté, l'écoute n'est pas vraiment au rendez-vous, puisque pour la diffusion de ce film en France, en tout cas, c'est très difficile, même pratiquement impossible. Où est-ce que vous en êtes? Et ce même producteur a fait venir 3 des plus grands distributeurs, leur a montré le film, qui ont tous trouvé le film honnêtement très beau. Ils l'ont écrit, ils l'ont dit, mais ils nous ont dit, un, ils peuvent pas le distribuer parce qu'aucune salle ne le prendra. Les salles auront peur, soit qu'il y ait des manifestations devant leur cinéma, soit qu'on brûle leur cinéma. On en arrive à un point où un personnage qui serait un personnage de, de mime, un personnage de Buster Keaton, qui traverse l'année d'Israël euh, puisse susciter des réactions aussi violentes, c'est totalement aberrant. C'est totalement aberrant. Mais ils veulent pas prendre le risque. Alors, on est dans cette situation-là. Il Alors, le festival du film israélien va projeter le film en mars, mais, mais c'est le festival du film israélien. C'est pas la France. Yehuda Morali, qui est un chercheur en théâtre, dramaturge, professeur émérite d'études théâtrales à l'université hébraïque, dit de votre film qu'il est un poème de cinéma destiné à tous ceux qui ont choisi le camp des bourreaux en espérant ne pas être les prochains sur la liste. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui ont choisi le camp des bourreaux, en clair ceux qui parlent du 7 octobre par exemple comme d'un acte de résistance, pour tenter de les faire changer de camp? Qu'est-ce que l'on pourrait leur dire d'autre que écouter l'intériorité? C'est ce que vous leur proposez. Et s'ils n'écoutent pas, Je pense que ceux qui sont aveuglés par leur idéologie n'iront de toute façon pas voir le film. Je pense que là, on est dans une situation où on sait on peut parler à une majorité silencieuse et je crois qu'il y a. Moi, à la projection, j'avais un prêtre qui est venu à la projection privée qu'on a fait à Paris. J'avais un prêtre qui est venu, qui travaille qui se bat vraiment contre l'antisémitisme et qui m'a demandé, je veux cet outil, dans quelle salle il va être projeté. C'est-à-dire, je crois qu'il y a une masse silencieuse. Je sais pas le mesurer. Je sais pas le mesurer. Mais en tout cas, il y a des gens qui n'osent pas. Mais je crois que ceux qui sont aveuglés par leur idéologie viendront même pas voir et le critiqueront ouais, ne viendront pas voir le film. Je veux dire. pour prolonger ce que disait Yehuda Morali, en vous citant, je crois, les horreurs du 7 octobre n'appartiennent pas seulement au passé. C'est un événement futur. C'est donc sans doute pourquoi aussi les choses sont aussi importantes à dire, hein, ce que vous avez à dire. Il menace le monde entier sous la forme d'une explosion de haine qui détruira toutes les valeurs occidentales, la douceur et la poésie. Alors, il faudrait qu'on vienne avec aussi Jean-Pierre Liédot, mais peut-être vous d'abord. Pourquoi vous dites que c'est un événement à venir, ce 7 octobre? Parce on l'a vu à travers l'histoire, à chaque fois que la population juive était attaquée, c'était les prémices de drames beaucoup plus larges et beaucoup plus vastes. Et donc, on l'a vu durant la Seconde Guerre mondiale, on l'a vu à tout moment de l'histoire juive. Et, et on le voit déjà, je veux dire, les attentats islamistes existent à travers le monde. Et, et voilà, je pense que le combat est au mauvais endroit. Il se trompe de combat. C'est, Jean-Pierre et, Liédot, oui. ouais. Est-ce que vous croyez possible, vous,
d'autres 7 octobre, enfin des 7 octobre en Europe, par exemple? Sous quelle forme? Est-ce que vous percevez aussi cette dimension qui concerne l'ensemble de l'Occident, on va dire? Oui, bien sûr. En général, la tuerie vient à la suite de campagnes de haine. Donc, depuis le 7 octobre, effectivement, ça a déclenché au niveau mondial, au niveau planétaire, une haine des Juifs, une haine d'Israël, qui et qui, pour moi, si vous voulez, nous montre nous disent qu'il y a un terreau, il y avait un terreau, parce que on ne peut pas avoir j'appelle pas ça l'antisémitisme, moi j'appelle ça l'antijuivisme. On ne peut pas avoir une flambée d'antijuivisme comme ça de par le monde s'il n'y a pas déjà un terreau idéologique, un terreau, disons, psychologique, etc. Il faut remonter, à mon avis, très loin pour savoir, pour comprendre que l'antijuivisme actuel est la suite, voilà, est la suite de cette tentative de faire disparaître les Juifs. On a voulu prendre leur place. Les chrétiens ont d'abord essayé, ensuite les musulmans, ensuite on peut dire le communisme, ensuite aujourd'hui le wokisme. Mais si vous regardez toutes les productions, si on peut dire intellectuelles de ces courants, vous voyez même du point de vue graphique, puisque nous sommes dans le cinéma, ils ont réutilisé les mêmes motifs, les mêmes préjugés, etc. Donc, de la même manière on a assassiné 1 million de personnes après avoir dit qu'ils étaient des cafards, je pense Tutsi et Hutu, de la même manière que il y a eu ça, il peut y avoir demain sur greffé il y a déjà quelqu'un qui, en Belgique, vient de dire que c'était un pays qui devait s'islamiser complètement, etc. Donc, il y a le terreau est là. Alors, est-ce que ça va aller plus loin? Voilà, c'est la question qui se pose aujourd'hui. Ouais. Et on voit bien effectivement que la question, c'est cette reprise de l'échange peut-être avec Israël et le monde extérieur, Israël et les nations, pour éviter que cette coupure, cette rupture, cette incompréhension se creuse. C'est peut-être une des clés de, disons, de l'évolution positive de ce que pourrait être le monde. Et c'est le rôle des artistes, finalement, peut-être de jouer, puisque sur le plan idéologique, sur le plan intellectuel, conceptuel, ça semble bloqué. Jessica Vaturi-Dembo, vous avez le sentiment que c'est peut-être l'art, la langue, sous toutes ses formes, qui pourra éventuellement recoller les morceaux? Je sais pas si ça peut, c'est lui attribuer un rôle que je suis pas sûre qu'il a, mais en tout cas, il contribue, que ce soit une petite pierre, je pense que chacun doit y contribuer avec ses outils. Et ça, c'est les miens, donc c'est ceux-là que j'utilise. Mais c'est vrai que cette question béante de sentiment que les vannes de la haine se sont ouvertes là après le 7 octobre, ça reste sidérant, tout aussi sidérant que le 7 octobre lui-même. C'est-à-dire que c'est aussi perturbant de voir les horreurs qui se sont produites que de voir l'horreur des réactions. On reste encore on est estomaqué, je veux dire, on comprend pas. Jean-Pierre Lieudo, une dernière question. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, Israël, qui a acquis, disons, malgré tout, une souveraineté un peu recouvrée avec tous ces événements, qui a repris place sur la scène internationale aussi de manière plus nette, est-ce qu'Israël est en capacité maintenant d'avoir un discours, et lequel, qui permette aussi peut-être de faire comprendre aux nations la fonction d'Israël aussi parmi les nations. Je ne sais pas si on peut parler de cela ou de façon plus universelle. Comment vous voyez la question de ce discours israélien par Ben, rapport au monde? le discours d'Israël, il est aujourd'hui très apprécié, très recherché, justement, chez qui? Ben, parmi les peuples qui soit sont minoritaires, soit en tout cas ne bénéficient pas disons, de la reconnaissance nationale
Et par conséquent, on voit aujourd'hui les Druzes, on voit Somaliland, on voit les Kabyles en Algérie se tourner vers Israël pour défendre leur droit à l'existence nationale. Donc déjà, Israël, c'est ça. L'image d'Israël aujourd'hui dans une partie du monde, c'est ça. Alors, je crois que il y a quelque chose, malgré tout, je voudrais revenir un peu à la société israélienne. Il y a quelque chose qui m'inquiète quand même, c'est le déni de certaines couches de la population, essentiellement intellectuelles, médiatiques, etc., et qui ne veulent pas absolument voir qui est le bourreau. Quand il y a eu les 250 kidnappés, otages, etc., il y avait des réunions enfin, sur la place publique tous les samedis, et il y a jamais le, le mouvement qui était, enfin ceux qui étaient visés, c'était le gouvernement Netanyahou. Jamais ces manifestants ne sont allés voir manifester devant la Croix-Rouge ou devant l'ONU ou devant l'UNRWA ou devant quoi que ce soit, c'est-à-dire devant ceux qui justement couvraient, ont couvert ces- ces- disons, cette prise d'otage. Alors, il y a ce déni, et ce déni est très grave parce que quand vous êtes déconnecté de la réalité, ce qui est une posture presque, disons, de folie, parce que la folie, c'est ça, c'est être déconnecté de la réalité, ça peut être grave, Ouais. ça peut être grave. Mais d'un autre côté, il y a ce témoignage de cet habitant de Berry dont vous parliez Oui, qui, lui, a pris conscience, peut-être que beaucoup de gens ont pris conscience malgré tout, indépendamment du fait qu'il reste peut-être une structure qui prolonge, comme si rien ne s'était oui, passé. Oui, oui, mais vous savez, il y a, disons, cette partie de la population qui fonctionne sur le déni, elle a un fondement en Israël euh, dont j'avais absolument pas conscience dans le passé, surtout quand je suis arrivé en Israël, c'est ce que l'on appelle la Cour suprême, le Bagat en hébreu, qui en fait a vraiment le pouvoir réel dans la société israélienne face à un parlement qui, si ça continue comme ça, ne ressemblera plus à un parlement démocratique. La Cour suprême aujourd'hui est celui qui fait la politique en Israël et qui couvre, en fait, qui donne une assise idéologique à cette partie de la population qui fonctionne sur le déni. Alors tout ça est très grave parce que seul un système qui s'appuie vraiment sur le peuple et qui arrive à diriger un pays sur cette base-là peut, disons, faire obstacle à plein de choses. oui, oui. Sinon, C'est la sinon, clé peut-être précisément de cette parole pour que Israël puisse trouver la parole juste. Il faut qu'il y ait cette unité, on va dire, retrouvée et qu'Israël ne soit pas dans le déni que vous dénoncez. C'est une autre question, je pense, par rapport à la société israélienne dont on va reparler parce qu'il va y avoir des élections cette année. Donc, effectivement, les choses peut-être vont évoluer. En attendant, Jessica Maturidi, vous souhaite bonne chance pour la suite, pour aussi votre venue en France, pour présenter ce film dans le cadre du Festival du film israélien. Vous n'appréhendez pas tout de même de venir en parler dans les... non. J'ai parmi mes amis des gens qui travaillent justement à Radio France et qui ont peur de dire qu'ils sont juifs. Et ça me sidère. Je ne sais pas comment on vit comme ça. Et donc, non, j'ai envie de venir avec le film et on verra ce qui se passe. Mais je sais que ce sera protégé. C'est le cadre du Festival du film israélien. Mais et il faut, je veux dire, nous, on peut pas se taire. On peut pas se Oui, taire. parce qu'il y a du boycott énormément au niveau artistique, hein. Vous en avez des témoignages, j'imagine, à nous. Il y a notamment, j'ai un ami qui présente, qui était sélectionné pour présenter Israël au festival à la Biennale de Venise. Et là, je vous lis, il m'a envoyé hier soir, je vous lis les messages. Génocide pavillon. C'est comme ça qu'ils appelaient le pavillon israélien. Donc, il y a un boycott du monde artistique qui est extrêmement difficile et on sait que le combat aujourd'hui, la guerre est finie. Enfin, disons qu'elle est interrompue pour l'instant. On ne sait pas si elle est réellement terminée. Mais de toute façon, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, la guerre, elle est ailleurs, elle est culturelle. Et il faut qu'on s'y mette. Et il ne faut pas qu'on baisse les bras parce qu'il y a beaucoup de travail. Merci beaucoup.
On va en rester sur cette parole. Donc, merci Jessica Vaturi-Dembo, merci beaucoup Jean-Pierre Liédot. On va mettre dans la description le lien pour s'inscrire à cette projection. Donc, ce dimanche, il faut se dépêcher pour ceux qui habitent Tel Aviv. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Merci pour votre attention et aussi à ceux qui nous soutiennent, qui nous aident par le biais de la plateforme Buy Me a Coffee. À très bientôt sur Mosaïque. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et pour suivre nos prochaines interviews, eh bien, vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.